Bonjour Gabriel Lesquois. Bonjour Sophie. Alors aujourd'hui, on vous propose une petite vidéo sur le prana et le pranisme. Alors il faut savoir que Gabriel Lesquois est infirmier de formation. Il pratique le pranisme, donc il ne mange plus depuis juillet 2012 et il est ici avec nous pour parler justement de cette expérience. Donc il est coach en gestion du stress. Il est aussi thérapeute énergéticien et il va nous parler un petit peu de sa pratique. Peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît, Gabriel? Alors, pour reprendre ta petite présentation succincte, j'ai exercé 15-18 ans infirmier, je n'exerce plus depuis longtemps. Et puis, voilà, donc je suis passé du soin classique thérapeutique infirmier à la prévention, éducation à la santé par la formation en gestion, prévention, gestion du stress, avec un organisme de formation professionnelle que j'ai développé, créé, développé, qui est toujours debout à cette heure-ci. Et puis, je suis passé à l'accompagnement plus global, holistique, toujours dans la prévention, toujours dans l'éducation à la santé, en passant par le jeûne, la pause alimentaire et le jeûne nourri à la lumière, donc qui se démarque en pause alimentaire pranique du jeûne tout court et traditionnel comme on l'entend. Là, je n'ai 25 ans, vous voyez, je ne fais pas mon affaire. Malgré mes cheveux blancs. Tout à fait. Et ça fait une dizaine d'années que j'accompagne les individus et les groupes en pause alimentaire pranique, en ligne ou en résidentiel sur place, en hébergement résidentiel, en français à l'extérieur, à l'étranger, en sachant que j'ai mis le doigt dans cette énergétique, le prana, à partir de fin 2011, début 2012, avec la sortie du film, du DVD, de la vidéo lumière, Tout à fait. qui m'a interpellé, et puis par l'ego comme ça, parce que ça faisait 10-15 ans que j'exerçais déjà des soins énergétiques auprès du public, et je me suis dit, allons voir jusqu'où peut m'amener le prana et éventuellement d'arrêter de manger. Donc je veux être pranique, donc j'ai commencé comme ça avec la volonté, l'ego, je veux être pranique. Et je n'ai pas arrêté de manger en 2012. En 2012, j'ai progressivement diminué la nourriture et j'ai fait surtout 3 pauses alimentaires. En 2012, j'en ai fait une de 11 jours, 10 jours, 11 jours en juillet 2012, accompagné par Henri Bonfort, qui était la référence du prana en France, qui lui a arrêté ses accompagnements en 2018, sauf erreur. J'ai fait une pause de 10 jours en octobre 2012 et une pause de 14 jours en décembre 2012. Et en décembre 2012, depuis le janvier jusqu'au décembre, j'avais perdu 20 kilos. Donc j'étais passé de 81 à 60 kilos. Donc c'est vrai que je faisais peur et je m'étais mis cette limite de ne pas aller en dessous de 60. Donc j'ai repris à manger. Ça n'a jamais plus été comme avant. Donc j'ai repris à manger pour refaire un processus, une pause alimentaire pranique en août 2013, après un voyage au Bhoutan, un voyage initiatique au Bhoutan dans l'Himalaya, c'est important pour moi, de 21 jours. Au Bhoutan, j'ai après fait un processus chez moi en France, en solo, de pause alimentaire pranique, et les choses se sont mises en place comme ça. Ok. Est-ce que tu pourrais aussi nous expliquer, pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que le prana et qu'est-ce que le pranisme? Alors, prana veut dire énergie de vie. C'est un terme sanskrit qui vient de la tradition indienne des Védas. Énergie universelle de vie qu'on retrouve sous différents vocables. Reiki pour les Japonais, c'est aussi l'énergie universelle de vie. Le Chi pour les Chinois. Reiki, Ki pour les Japonais. Ruva, c'est la même chose pour les Juifs. Wakanda pour les Amérindiens. Le Mana pour Tahiti, Hawaï. C'est universel. Et les catholiques n'appellent pas ça le prana, mais appellent ça la lumière. Lumière faisant référence à l'auréole des saints sur les iconographies religieuses, des mystiques, et ça avec cette fameuse aura, c'était en fait qui est assimilé aura, lumière. Oui. Donc lumière, c'est prana, prana c'est lumière. Prana c'est un terme un petit peu New Age, babacool comme ça. Et ça a été baptisé officiellement en 73-74 par le physicien allemand Fritz Albert Popp, qui l'a baptisé comme étant le photon. Le photon étant la particule de lumière émise par le soleil, et qui, dans la physiologie humaine, devient le biophoton. Et qu'est-ce que ce qu'on appelle donc le pranisme en tant que tel? Le pranisme, c'est absolument pas un mouvement, et ni
une école, ni un regroupement, ni une association. Le pranisme, c'est le fait de se nourrir de l'énergie de vie qui fait que plus la personne augmente son bol alimentaire pranique, moins elle va avoir besoin du bol alimentaire conventionnel. Donc le pranisme, c'est le fait de se nourrir de la lumière, en sachant que tout ça, c'est une vaste boutade en même temps, parce qu'en réalité, tout le monde est pranique. D'accord, alors ça pose question. Donc, est-ce qu'il y a un pourcentage auquel on peut dire une personne est pranique à 5-10%, et est-ce que tout le monde a la capacité de devenir pranique à 100%? Quand je dis tout le monde est pranique, c'est parce que on sait avec la physique quantique qui date du début du XXe siècle que toute matière solide est composée fondamentalement de 99% de vide avec quelques particules tenues en cohésion avec une charge électromagnétique. Et ça donne l'impression, l'illusion du solide, qui n'est pas solide. C'est un vibratoire densifié, donc tout est énergie. Et en réalité, ce corps-là, Sophie, c'est que de l'énergie. Maintenant, dans le mental de l'humain, nous sommes ce à quoi nous nous identifions. Si je sais pour avoir vu à la télévision et autres que si je ne mange pas, je meurs et je maigris et je meurs comme en Afrique, dans le cadre de la famine, eh bien ça va me pousser à manger, par peur de... Maintenant, si je suis dans la croyance que mon état de bien-être en mangeant moins, en mangeant peu, me suffit, il y a beaucoup d'enfants qui mangent très peu et qui ne sont pas dénutris, et ils sont heureux, épanouis et ils grandissent normalement. Eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui est nourrissant, en plus de ce que peu qu'ils vont manger, et qu'on appelle la conscience. La conscience d'être dans le ici et maintenant, dans le fait d'être aligné par rapport à se faire plaisir, se faire du bien. Les enfants qui jouent, ils sont déjà nourris, ils ne mangent pas forcément beaucoup, sauf si après c'est compensatoire ou d'autres choses. Donc, il faut vraiment distinguer la particule de lumière, le prana. La nourriture pranique, c'est le fait de se nourrir de prana, et tout le monde se nourrit du prana parce que cette énergie, elle est absolument partout, et le fait d'en respirer, le fait de respirer l'air, l'oxygène, fait aussi respirer le prana. Les chakras absorbent les pranas. Les méridiens font circuler le prana jusqu'aux cellules, etc., etc. Dans l'anatomie subtile du corps humain, il y a la glande pinéale qui est fondamentale. On dit qu'elle a la capacité de piézoluminescence, c'est-à-dire de capter le photon et de transmettre via les capteurs praniques, les cristaux d'apatite et de magnétite, c'est un peu technique tout ça, jusqu'à la cellule. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la cellule? Grâce à une enzyme, c'est un petit peu technique. C'est intéressant. Donc, voilà. Grâce à une enzyme protéinique ou une protéine enzymatique qu'on appelle le cytochrome C oxydase, c'est là où seulement à ce moment-là que ça vienne du prana, source énergétique prana ou de ce que les personnes mangent. Grâce au cytochrome C oxydase, il est possible pour la mitochondrie, l'usine énergétique de la cellule, de créer l'ATP. L'ATP qui est le carburant de l'organisme. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on sait, mais on ne sait pas tout. Et le grand défi de tout ça, c'est d'arriver à faire le pont entre le conventionnel et le subtil, le cartésien et le non palpable, comme ça. Nourriture pranique, tout le monde se nourrit du prana. Après, il y a l'état pranique, qui est je suis en autonomie alimentaire conventionnelle, le corps a pris le relais, non pas à attendre par la bouche que je lui donne dans la bouche, mais à être relié au champ unifié quantique. C'est-à-dire, ce qui est là, que les religieux appellent le divin, que les bouddhistes en Orient appellent l'océan de vie, et que les scientifiques cartésiens appellent le champ unifié quantique. Mais si je me cale sur ce unifié-là, alors pas avec la volonté, pas avec le mental, mais c'est relayé par le corps, j'ai plus besoin de manger à ce point, voire je peux aussi arrêter de manger. En fait, c'est la liberté. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui ne mangent plus depuis des années, et quand bien même de pouvoir de temps en temps grignoter une feuille de salade, une demi-tomate, simplement par convivialité lors d'un mariage, d'un baptême, d'un anniversaire ou je ne sais pas quoi. Et puis il y a la conscience pranique. La conscience pranique, c'est être en unité avec ce qui est au présent. Parce que l'être humain fonctionne surtout sur un mode dualiste. Le mental, c'est il fait trop chaud, il fait trop froid, il est trop gros, il est trop maigre, il est trop méchant, trop gentil, il n'est pas assez comme ça ou trop comme ça. Et l'humain n'est jamais content, finalement, est toujours ballotté d'un pôle à l'autre. Et la dualité est nourrie et sous-tendue par des peurs. Tout ça nous faisant
baisser notre fréquence vibratoire, ou en tout cas la limiter, et faire que nous mangeons beaucoup plus pour nous remplir que pour nous nourrir. Eh bien, c'est là le point central entre le mangeur conventionnel et le mangeur de lumière. Le mangeur de lumière, il est beaucoup moins dans la dualité, parce qu'il est beaucoup plus au présent, beaucoup moins au futur, au passé, beaucoup plus aligné. Et ce côté aligné et relâché, détendu, tranquille, fait qu'il y a des canaux énergétiques qui vont s'ouvrir et faire que le corps va pomper de lui-même plus facilement. Ce que je raconte là, il n'y a rien d'exceptionnel. Quand nous méditons, c'est ce qui se passe. Quand nous regardons dans une salle d'attente un magnifique, ils ne sont pas toujours magnifiques, mais un magnifique aquarium comme ça, ou sur la montagne un coucher de soleil, ou un arc-en-ciel, il y a des états de grâce, il y a des états de bien-être majorés, au-delà du bien-être comme ça, qui fait que tout s'ouvre et tout est relayé, uni dans le petit tout, mais aussi avec le grand tout. Et c'est ça le secret de la nourriture pranique. Conscience d'unité, conscience pranique. Il y a bien des gens qui sont dans l'unité, voire même éveillés, au sens mystique du terme, mais qui mangent. D'accord. Et il y a aussi des gens dans l'état pranique qui ne mangent plus, qui sont plus ou moins éveillés, parce que beaucoup plus alignés au présent, mais pas forcément éveillés comme c'est mystique. Alors pour démocratiser, pour démystifier la question du prana, j'adore rappeler que le Christ, le Bouddha, Mahomet, ils mangeaient. Pourtant, c'était quand même des grands avatars de cette humanité, et pourtant ils mangeaient. Ils mangeaient très peu, mais ils mangeaient. Donc, mon but n'est absolument pas de faire l'apologie du prana, mais de dire qu'effectivement, il est possible, sans le rechercher, c'est pas la meilleure façon de procéder que de le rechercher, mais sans le rechercher, il est possible de se sustenter de très peu, au niveau conventionnel, voire plus du tout, mais infiniment plus de ce festin en permanence que nous offre la vie, via le champ unifié quantique. D'accord. Alors, c'est vrai que je vais faire plutôt l'avocat du diable, mais par rapport à des personnes pour qui voilà, c'est quelque chose de très neuf, voire d'incompréhensible, voire même au niveau scientifique, je vais partir sur le plan plus médical. Et j'aimerais te poser la question de est-ce que tu as fait quelques examens médicaux pour vérifier justement qu'il n'y avait aucun souci au niveau des nutriments, que tu n'étais pas carencé, ou que voilà, le fait d'être dans un état pranique n'apportait pas une altération physiologique importante qui pouvait mener à des pathologies ou des maladies vraiment presque métaboliques. C'est pour ça qu'il n'est pas pertinent de faire et de forcer en vue d'arriver à être pranique, parce que on ne peut que se caler sur le corps, au rythme du corps, en fonction de ce dont lui il a besoin et décider, lui d'abord. Ce qui fait que les gens qui forcent, ils les minéralisent, ils carencent, ils font des œdèmes, ils font de la perte de cheveux, des femmes, ça arrive. Quand ils forcent sur la fameuse pause alimentaire, le fameux jeûne par contre, de se caler sur le corps, eh bien, de vivre au présent, de gérer les pensées, les émotions, le stress, de gérer des pseudo-fins mentales, émotionnelles, d'apprendre plus à gérer qu'à compenser. C'est en soi une nourriture, et à partir de là, le plus naturellement possible, il y a des gens qui spontanément basculent pranique. Ils se lèvent un matin, ils n'ont plus envie de manger, ils n'ont plus envie, ils n'ont plus faim, ils ne mangent plus. Là, par exemple, j'ai eu ce monsieur qui m'a téléphoné, chauffeur routier, très croyant, un chrétien, qui me dit, ça fait 1 semaine que je mange plus. Ben, je mange plus du tout. J'ai pas faim, je maigris pas, je suis joyeux. Et je sais pas ce qui m'arrive. Alors j'ai cherché sur internet, je vous ai vu nourriture pranique, ça ressemble à ça, je vais lui téléphoner. Il me dit, c'est quoi? C'est nourriture pranique, ce que je vis, qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien et pourtant je suis tellement bien. Je lui dis, bah ça y ressemble. Tout simplement parce que très religieux, il me racontait, très pratiquant, il me racontait qu'il faisait beaucoup la prière, même dans son camion en conduisant. Et quand on fait la prière, on est au présent, on est dans le recueillement, dans la connexion, dans l'écoute, dans le silence. Ça procède d'expansion de conscience, d'alignement, d'ancrage si possible dans l'ici maintenant, mais si possible aussi en bas et pas qu'en haut. Et le relais pranique se faisait comme ça, tranquillement. J'ai eu cette Pauline que j'ai pris en stop, qui rentrait du sud-ouest de la France jusqu'en Belgique pour aller voir ses parents. Donc on a eu le temps de faire la conversation.
Et en présentation, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je venais de donner une conférence prana à Toulouse. Et elle me dit, c'est quoi ça le prana? Je lui explique, elle me dit, bah, c'est ça que j'ai fait alors à 23 ans. Je dis, t'as fait quoi à 23 ans? Bah, j'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle. J'avais un sac à dos et je marchais 30 km par jour. Et au début, je pensais à plein de choses. Et les jours et les semaines qui passaient, je pensais à de moins en moins de choses. Puis à un moment donné, je pensais à plus rien, j'étais là, quoi, je marchais. Sauf que je marchais toujours 30 km par jour avec mon sac à dos. Dans les dernières semaines, elle ne mangeait plus que une poignée de fruits secs, une pomme et je crois une carotte. Et dans ces dernières semaines de marche, pendant 3 jours, je lui ai fait répéter 3 fois pour être sûr. Pendant 3 jours, elle n'a strictement rien mangé, sans avoir faim, sans être fatiguée, en faisant ses 30 km par jour avec son sac à dos et sans penser à rien. Parce que sans rien connaître du prana, ni aucune technique méditation pranique qu'elle pouvait utiliser, sans rien faire naturellement, comme le chrétien dans son camion, vivre au présent, lâcher les tensions, le stress, aligne naturellement, ouvre les capteurs, la physiologie pranique, et fait que ça bascule potentiellement. Vous avez une sommité mondiale en Belgique, Ah bon? qui est devenue internationale, qui est JCVD. Et Oui. JCVD, Jean-Claude Van Damme. voilà, Jean-Claude Van Damme, il a oublié de dire un truc. C'est que c'est bien d'être aware. Tout à fait, c'est ça. Mais il a oublié un truc fondamental. C'est que pour être aware, il faut être open. Oui, c'est ça. Regardez la physiologie du stress. Quand je suis stressé, je suis fermé. Tout mon système énergétique se verrouille et baisse en fréquence. Sur les 4 émotions fondamentales, peur, joie, colère, tristesse, j'en ai 3 qui vont me fermer, me densifier et me baisser ma fréquence. Et ça génère quoi? Des troubles fonctionnels liés au stress, le mal-être, des maladies. 75% des consultations chez le médecin, c'est dû au stress. C'est eux-mêmes qui me le disent. Maintenant, l'émotion comme la joie, l'amour, l'enthousiasme, toutes ces choses-là qui sont plus ou moins émotions, sentiments, vont ouvrir et monter la fréquence. Et ça devient la nourriture. D'accord. Puisque nous sommes quoi? Nous sommes conscience incarnée. Et la conscience, elle n'a pas besoin de vitamines, de protéines, de glucides, lipides. La conscience, elle a besoin de conscience. Tout à fait. Maintenant, est-ce que ça nous met à l'abri des virus, des bactéries et voilà, des parasites qui pourraient quand même nous attaquer? Parce que malgré cet état pranique, le reste existe toujours là. Donc, est-ce que, par exemple, en temps de Covid, est-ce que tu as parfois utilisé des médicaments, des choses pour aider ton corps? Ou bien il avait tout ce qu'il lui fallait pour se battre simplement? Et donc, quelque part, le terme maladie, comme on l'entend maintenant à l'heure actuelle, n'existe plus quand on est dans un état comme ça? En théorie, il n'y a plus de maladie possible. Mais la maladie est toujours multifactorielle et il faut se méfier. Il faut se méfier pour ne pas gouroutiser, fanatiser, faire de la question du prana du prosélytisme à outrance. Je ne suis pas là pour ça. Je reste cartésien dans la démarche pranique que d'en parler. Si je prends la situation inverse pour répondre à ta question, du stress en se lié en 1935, à peu près, quelque chose comme ça, démontre en laboratoire que le stress peut faire chuter les défenses immunitaires de 10% Tout à fait. et rendre l'organisme plus vulnérable aux virus, aux bactéries, à la maladie au sens large. Eh bien, moins nous sommes stressés, plus nous sommes alignés, plus nous rayonnons, plus nous montons la fréquence vibratoire et moins les microbes de fréquence inférieure peuvent nous gagner, nous toucher, puisqu'ils sont en dessous. Si on est au-dessus, ils ne peuvent plus trop accéder à au-dessus puisqu'ils restent en dessous. Maintenant, la maladie étant multifactorielle, il n'y a pas que les microbes. Il y a aussi l'héritage de papa, maman, les collatéraux, le frère, la sœur, les lignées. Il y a aussi les pensées, les émotions, il y a tout le vécu intra-utérin, on le sait tout ça. Le docteur Stanislas Grof, père de la psychologie transpersonnelle en 1969 aux États-Unis, a largement travaillé sur une matrice périfétale. Et donc, l'adulte est un résultat de tout ce qu'il a vécu jusque-là. Tout à fait. Et tout n'étant pas résolu, même chez un pranique, il peut y avoir des choses qui se passent. Un pranique peut tout à fait faire un cancer. Ok. Il y a des praniques qui sont tombés malades pour certaines raisons dont je n'ai pas le détail. Là, vous avez Alain Corneli, 85 ans, à Grenoble,
partenaire professionnel d'une pranique qui s'appelle Elisabeth Vasselin, qui a été, Anna Corneli, pranique en abstinence alimentaire pendant 8-9 ans, qui est tombée malade pour je ne sais plus quelle raison, peut-être suite à un choc émotionnel, à un événement dramatique dans sa vie, je ne sais pas, qui s'est fait soigner et puis qui est retourné dans l'état pranique. Justement, par rapport à ça, est-ce que il y a une phase entre ce passage pranique pour les personnes qui souhaitent devenir praniques? Tu parlais du forcing, c'est vrai qu'il ne faut pas forcer. Mais si les personnes veulent essayer d'expérimenter, de voir, peut-être de s'approcher de cet état pranique, je suppose que lors, par exemple, de tes stages, il y a un certain protocole, une manière de faire et qu'on peut, on peut y accéder. Alors, peux-tu nous dire s'il y a des contre-indications à suivre un stage d'accompagnement donc, au prana ou pas? Alors, dans l'absolu, tout le monde peut faire, mais ce n'est qu'un absolu. Nous sommes dans un monde relatif, avec des consciences relatives et surtout des états de santé relatifs. Oui. Ce qui veut dire que, me concernant, ça n'engagera pas forcément tous les accompagnants prana, mais me concernant, je n'inclus pas dans mes effectifs les enfants qui sont en croissance, les femmes enceintes, quand les personnes sont en état général trop dégradé, en altération de l'état général trop dégradé, parce que j'ai des personnes qui viennent avec des cancers, mais ils sont en cancer suivis médicalement, traités, et que le médecin valide que la pause alimentaire ne va pas le dégrader encore plus. Donc mais les personnes qui sont avec des maladies importantes, un état de santé très abîmé, je ne le prends pas puisque je ne suis pas une structure thérapeutique destinée à des malades, mais j'accueille du grand public qui est censé être en à peu près santé satisfaisante. Je n'accueille pas dans mes effectifs des personnes avec des fragilités, des instabilités psychologiques, des gens qui sont avec des antécédents psychiatriques, les antécédents dépressifs, c'est très délicat. Puisque l'alimentation c'est beaucoup une béquille chez tout le monde, Oui. chez le dépressif aussi, donc c'est pas toujours très porteur. Et l'expérience a montré que une personne, homme-femme, c'est souvent les femmes, dépressive, même avec des antécédents qui sont plus forcément d'actualité, il reste un terrain et prédispose à déséquilibrer émotionnellement quand la pause alimentaire est prolongée. On voit ça dans les sevrages tabac. Hein. Un sevrage tabac, c'est 25% d'épisodes dépressifs réactionnels. Donc, il faut être délicat avec tout ça. D'accord. Parce qu'on parlait de stress tout à l'heure, et c'est vrai que le jeûne, si je reprends le jeûne, je sais bien qu'il y a une grosse différence entre un jeûne classique et le pranisme. Hein. C'est pas la même chose, parce qu'effectivement, le jeûne, on est sur une pause alimentaire, et on n'est pas forcément dans un état de conscience comme dans le pranisme. Voilà, entre guillemets, tout le monde peut faire une pause alimentaire avec un peu de volonté, on va dire ça comme ça. Mais voilà, par rapport à ça, quand le jeûne étant un stress, pour accéder à cet état pranique des personnes pour qui ce n'est pas spontané, mais qui désirent arriver à pouvoir justement manger de moins en moins, etc., est-ce que le stress physiologique qui est engendré par cette pause alimentaire, puisqu'il y a quand même un stress physiologique à ce niveau-là, le corps ne comprend pas nécessairement ce qui se passe. Est-ce que quelque part, ça peut être fort risqué et avoir comme un effet rebond ou un effet de baffe, je veux dire, par après, où on peut avoir des complications ou des choses comme ça? Il n'y a jamais aucune complication à partir du moment où les gens ne forcent rien. D'accord. Et je dis toujours, vous arrivez pour rater un jour en pause alimentaire pranique, en résidentiel, vous pouvez rester 7 jours, vous pouvez rester 14 jours et vous pouvez partir n'importe quel jour. Vous partez. Quand le corps l'a décidé, il n'est pas question de forcer quoi que ce soit. C'est pas parce que le prix Nobel de médecine d'octobre 2016 a validé que le jeûne était bon pour la santé qu'il faut se mettre à jeûner du jour au lendemain. J'ai une amie qui me téléphone et qui me dit oh, j'avais décidé de faire 5 jours de jeûne. Elle qui ne jeûne jamais. Et alors je pose la question, mais je riais déjà avant même d'entendre la réponse. Enfin, je riais intérieurement. Elle me dit, j'ai craqué au bout de 3 jours. Alors, explique-moi. Ça allait, 2 jours. Depuis 3 jours, je me suis écoulé, j'en pouvais plus, il fallait que je mange. En plus, c'était le week-end, il y avait la famille, elles sont des bons mangeurs, et puis surtout, elles ne jeûnent jamais. Et donc, quand les gens décident avec leur tête, c'est pas bon.
C'est pour ça qu'il y a des contre-indications à s'engager dans une pause alimentaire, qui plus est dans une pause alimentaire pranique prolongée. J'accompagne de façon standard jusqu'à 21 jours, mais surtout une préparation. Et la préparation, c'est pas pour être pranique, arrêter de manger, c'est pour améliorer son hygiène de vie, sa santé, mieux gérer sa névrose, on est tous des gens névrosés, être mieux dans son corps et mieux dans sa peau. Si ça améliore sa santé, c'est encore mieux. Comment cette préparation, classiquement, privilégier le régime acido-basique, c'est-à-dire le végétal. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger que du végétal. Ça veut dire j'écoute mon corps. Si à un moment donné, mon corps me dit qu'il faut manger des algues, les algues, je n'ai jamais mangé d'algues. J'ai un appel terrible pour l'algue. Oui, mais peut-être que la thyroïde est en carence d'iode, donc il faut que tu manges de l'iode, de l'algue. Mais si le mental dit non, non, je veux pas de ça. Vous voyez, donc tu vois. Donc j'écoute le corps et je laisse faire. Je me mets à son écoute. Chose que nous ne faisons jamais. Tout à fait. Il y a peu de gens qui écoutent leur corps et qui vont au rythme du corps, qui entendent des messages du corps. La personne qui fait son footing tous les jours parce qu'elle a décidé que c'était bien pour elle, ben non, c'est trop. Un footing tous les jours, pour le corps, à un moment donné, il va générer de l'usure, de la tension, des inflammations. À un moment donné, ça va pas suivre. Donc la préparation, c'est une base plus acido-basique, végétale. Végétal, ça veut dire fruits et légumes, oléagineux, fruits secs, légumineuses, cru, cuit, mais là aussi en écoutant le corps, ça veut dire d'écouter sa digestibilité. Si je ne supporte pas le cru, ben je mange cuit. Si je suis à l'aise, je vais privilégier le cru, parce que le cru, il y a plus d'énergie dans le cru que dans le cuit. Et puis, quand on dit cuit, si on peut faire du semi-cuit à l'étuvée, préserver les nutriments, c'est encore mieux. Donc, ça ne s'improvise pas, tout ça. Donc, une base végétale, acido-basique, si possible, entraîner la tête et le corps, l'habituer à être en pause alimentaire. Donc je préconise toujours, sauf s'il y a des problèmes avec un IMC, indice de masse corporelle, poids-taille insuffisant, déséquilibré, avec des pathologies, avec un terrain qui n'est pas favorable. Mais la pause alimentaire de 24 heures semaine devrait se vivre chez à peu près tout le monde, sauf cas particulier, parce que c'est amener la voiture au garage pour la révision avant qu'elle tombe en panne. Là aussi, qui jeûne régulièrement, voilà. Il y a ça, et puis après, il y a au niveau de la tête, il y a gérer les pensées, les émotions. Alors quand on dit méditer, c'est ne pas trop traîner dans le passé, dans le futur, parce que c'est un générateur de désalignement, de baisser la fréquence vibratoire, de générer du stress, de se mettre en tension. Je vais dans le passé, dans le futur, qui dans l'absolu n'existe pas, au passage, mais je vais dans le passé, dans le futur pour gérer mon agenda, pour me mettre à jour avec mon cahier des charges par rapport à des choses que je n'ai pas réglées le mois dernier, ça me revient aujourd'hui. Mais fondamentalement, nous sommes conçus pour vivre au présent. Plus je vis au présent, plus je lâche ma tête, plus j'écoute mon corps, et plus ça le fait. D'être en meilleure santé, globale, physique, mentale, émotionnelle. Et le prana, c'est une continuité de ça. C'est pas le prana à la place de tout le reste. C'est je gère mon hygiène de vie, je la booste, et le prana est une conséquence possible, mais sans la rechercher. C'est la meilleure façon pour arriver à ça. D'accord. Et tiens, en parlant justement de sport, etc., comme tu mentionnais un petit peu le footing, etc., est-ce que toi qui es donc plus dans cette étape pranique, est-ce qu'il est possible de faire du sport à moyenne ou haute intensité, étant donné que c'est vrai que physiologiquement, c'est dur de se détacher de ça, de nos connaissances, peut-être nos croyances évidemment, mais qu'il faut quand même assez de glycogène pour que le muscle puisse fonctionner correctement. Et donc pareil, des crises d'hypoglycémie, est-ce que ça t'arrive d'avoir des crises d'hypoglycémie si tu fais du sport à moyenne ou haute intensité? Est-ce possible à l'état pranique? J'ai la vie de monsieur tout le monde. Ok. J'ai une voiture, je conduis, je travaille, entre guillemets je travaille, mais bon on va dire que je travaille. Oui. Je suis actif, je dors la nuit, je vis la journée, je dors beaucoup moins qu'avant, puisque comme il n'y a plus la digestion, donc il n'y a plus à récupérer autant d'énergie dans le sommeil, pour la digestion qu'il n'y a plus. Les émotions sont censées être mieux gérées, donc il y a moins à récupérer dans le sommeil, parce que fondamentalement les gens dorment 6 à 8 heures par jour, parce que c'est les 3 repas digérés, plus les émotions plus ou moins bien gérées, et surtout compensées avec la malbouffe et tout le reste. Mais en termes de performance, la science l'a validé.
De même que les sportifs de haut niveau s'entraînent en altitude pour augmenter l'hémoglobine, Oui. les globules rouges et augmenter la performance, le taux d'oxygène, eh bien, l'activité physique, je ne parle même pas du sport, l'activité physique, et qui plus est le sport, va augmenter le nombre de centrales énergétiques, la mitochondrie dans la cellule, et augmenter la production d'ATP. Ça, on le sait. Il n'y a pas besoin d'être pranique pour revendiquer ça ou le mettre en avant, ça fonctionne chez tout le monde. Donc, la personne pranique qui a détoxiné, les naturopathes disent qu'il faut à peu près, c'est de moins en moins vrai, mais il faut à peu près 21 jours de jeûne pour détoxiner le corps, ce qui est de moins en moins vrai. Vu les nanoparticules, les métaux lourds, c'est de moins en moins vrai. Voilà, ça c'est la vie d'aujourd'hui, comment ça évolue. Mais en attendant, chez les praniques, c'est suffisamment détoxiné pour que le carburant naturel, via le prana, circule beaucoup mieux et soit plus efficace. Et surtout si la personne est au présent. Parce que passé futur, c'est énergétivore, c'est le stress. Si je suis au présent, il n'y a plus d'énergétivore. Il y a juste le carburant et le métabolisme de tout le monde. Et donc, en activité sportive, je ne suis pas un sportif de haut niveau, mais j'ai toujours fait du sport. J'ai beaucoup pratiqué le tennis de table. Et combien de fois je suis allé en soirée et compétition de tennis de table, de ne pas boire, de ne pas manger sur place, ni avant ni après, mais de voir sur place les copains boire, manger, transpirer, le coup de barre, c'est-à-dire ils amorçaient la digestion, ils baissaient leur niveau de performance, après ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour retenir le match. Mais moi, pas fatigué, pas transpiré, en forme, de rentrer à minuit chez moi et puis d'être encore devant l'ordinateur après 2 heures du matin pour dire peut-être que je m'allonge un peu, des choses comme ça. Après, même chez le pranique, il y a une limite à tout. L'être humain il a sa limite, mais le pranique aussi. C'est-à-dire que je suis passé de 80 à 65 kilos, schématiquement. J'ai toujours été essentiellement infirmier jusqu'à ce que j'arrête, à peu près en 2010. J'ai jamais été bûcheron, ni mineur. Si maintenant tu me donnes une tronçonneuse et que je dois ratisser toute la forêt, peut-être que j'aurai un peu de mal. Même avec le relais pranique. Parce que le non-pranique comme le pranique, ils sont aussi tenus par un entraînement spécifique au corps. Une condition physique, voilà, une condition physique. Le pranique est pranique, mais qui n'a pas de condition physique, ça va être un petit peu dur. Prenons par exemple, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui me posent la question, qui font par exemple du fitness, de la musculation, donc de l'hypertrophie, donc qui vont vraiment chercher à casser des fibres musculaires pour les développer. Est-ce que c'était souvent la question et peut-être la peur de ces gens-là, de dire est-ce possible, si on ne mange pas, de pouvoir se développer musculairement parlant? On ne verra jamais un pranique devenir bodybuilder et faire 140 kilos. Ouais. Ça, on ne verra jamais, évidemment. Mais vous avez l'ancien pranique qui ne l'est plus, anglais, d'origine noire africaine, qui était dans l'équipe nationale de rugby de Nouvelle-Zélande, qui s'appelle Jericho Sunfire, qui a basculé pranique, qui est devenu mince. Il était mince, il est devenu un peu plus mince, très musclé, tablette au chocolat, qui après le rugby est devenu coach sportif. Il était pranique et il était en excellente santé. Il a arrêté l'état pranique, il a repris la nourriture conventionnelle pour des raisons que je ne maîtrise pas. Voilà, mais il a eu cette expérience. J'ai accompagné une stagiaire qui a l'habitude de faire les marathons. J'ai accompagné en ligne 21 jours prana. Dans la 3e semaine, on n'avait pas fini les 21 jours. Elle continuait d'aller à la salle et de faire le tapis roulant, courir. Oui. Et le lendemain, sur l'écran, elle me dit, Riel, hier à la salle, j'ai un gars, il m'a fait une réflexion et il voulait me poser une question. Alors je dis oui, oui. Et alors elle est en train de courir et il lui dit, vous comptez faire Koh-Lanta? Pourquoi? Parce qu'en fait, elle s'en était pas rendue compte. Elle avait augmenté la rapidité du tapis. Elle était passée de vitesse 9 à vitesse 11 ou 12, parce qu'elle n'avait encore pas fini son processus, qu'elle avait contacté l'état pranique. Et elle allait de plus en plus vite, mais c'était sans effort. Mais lui, à l'extérieur, il l'avait remarqué. Et il n'y a pas forcément la fatigue. Il y a la fatigue quand on force, quand on n'écoute pas le corps. Et même un pranique, à un moment donné, il faut qu'il écoute le corps. Donc, schématiquement, le pranique, par rapport à la dépense énergétique, par rapport à la performance sportive, il y a aussi la performance sommeil. Un pranique, il dort 2 fois moins qu'un mangeur conventionnel.
un pranique va dormir toutes les nuits, quelques heures, ou une nuit sur deux, sans être fatigué. D'accord. Je connais des gens en pranique qui dorment une nuit sur deux. Mais c'est vrai, comme tu disais, la digestion prend 40% de l'énergie classique pour une personne qui mange rien et qui boit. Donc c'est vrai qu'on peut comprendre qu'on ait besoin de moins de sommeil, effectivement, pour bien fonctionner. C'est vrai que par contre, la dépense énergétique plus sportive, c'est plus compliqué, je trouve, à comprendre. Parce que c'est vrai qu'il y a ce système de pompage d'énergie en tant que tel qui est plus important. Mais maintenant, tu parlais de l'ATP, qui est l'explication. Oui, si effectivement, alors j'aime pas dire on casse de l'ATP en faisant du sport, parce que c'est pas tout à fait ça. Mais à l'état pranique, ça n'empêche pas effectivement de fonctionner tout à fait sur l'ATP aussi, hein, comme n'importe quel corps. Donc oui, ça peut s'expliquer effectivement. En tout cas, le pranique n'a rien à voir avec l'anorexie. Non, tout à fait. Il serait maigre, squelettique, faible. Si vous avez quelqu'un qui se dit pranique, qui est très maigre, qui ne tient pas debout, et qui... non, il n'est pas crédible. Non seulement il doit être en forme, non seulement il doit être un minimum rayonnant, un peu moins dans le mental, donc un peu moins dans l'ego, et un peu plus en conscience du ici maintenant, donc un peu plus dans le cœur. D'accord. Ça va aussi avec. Est-ce qu'on peut aussi penser que, comme critère pour voir si tu es dans l'état pranique ou plutôt en mode famine, de voir, tiens, est-ce que si j'arrive à stabiliser une fois, voire reprendre un peu de poids, là, je suis à l'état pranique ou pas? Parce que c'est vrai que c'est souvent la différence entre un mode de famine où on perd du poids et on se déminéralise, on est dénutri. Et puis l'état pranique où en fait, oui, on se nourrit d'autre chose, littéralement, on se nourrit de lumière. Et donc, en fait, on reprend du poids, on regagne du poids, on regagne en énergie, etc. Est-ce que ça, c'est un critère pour toi pour savoir si tu es à l'état pranique ou pas? Alors, en 2012, j'avais perdu 20 kilos, j'étais passé de 81 à 60. En 2013, quatrième pause alimentaire pranique, je suis stabilisé à peu près 65 kilos. Ça veut dire que, à terme d'un processus pranique, la personne le pranique dort 2 fois moins qu'un mangeur conventionnel. Vous dormiez 8 heures, vous dormez que 4 heures. Ça, c'est schématique. Alors que la personne en jeûne va dormir de plus en plus. Parce que la personne en jeûne va fatiguer de plus en plus. Plus elle prolonge le jeûne, plus elle va être fatiguée. La personne pranique, après la transition, parce qu'il y a bascule vers le prana, stabilise le poids, dort 2 fois moins et elle est surtout en super énergie, super vitalité 10 sur 10. La personne qui jeûne maigrit de plus en plus, dort de plus en plus parce qu'elle est fatiguée de plus en plus. Ça, c'est une chose. Et ça, c'est 3 critères de l'état pranique. Ce à quoi on pourrait aussi rajouter, pour aller dans ta question, les corps cétoniques, mesure des corps cétoniques avec la bandelette urinaire ramenée à 0. Une personne qui a une bandelette urinaire à 0, c'est soit qu'elle mange, soit qu'elle est pranique. D'accord. Voilà. Ne me demandez pas qu'est-ce que devient la globule rouge, la globule blanc, la plaquette qui meurt. Elle va où? C'est censé se traduire dans les urines, dans les selles, non, parce qu'il n'y a plus de sel. Donc, je ne sais pas, on ne sait pas. Si c'est évaporé, on ne sait pas. Donc, il y a les corps cétoniques, il y a la joie spontanée, ça c'est important. Et puis, il y a un phénomène particulier qui est la salivation spontanée. Sans voir la nourriture, sans sentir et sans goûter la nourriture, spontanément et surtout sans y penser, la personne va saliver. Elle va saliver. Pourquoi? Parce que aligné, le chef d'orchestre de tout l'organisme, certains vont dire c'est le cœur, le foie, le chef d'orchestre hormonal de tout l'organisme sans quoi on ne peut vivre, c'est la glande pinéale, l'épiphyse. L'épiphyse dans laquelle il y a des cristaux d'apatite va se calcifier chez tous les adultes. Parce que essentiellement de consommer du fluorure, l'eau du robinet, etc. Et va diminuer la capacité pour la pinéale à capter la lumière, le prana, le photon. Une épinale qui fonctionne bien est 2 à 3 fois plus grosse que la pinéale de monsieur et madame tout le monde, parce qu'elle n'est pas atrophiée. Elle va capter autant d'énergie de prana. Ce prana va être transmis via les glandes salivaires jusque dans la bouche et va produire une salive particulière qui est plus épaisse, un peu comme du sirop, un peu comme du miel liquide, que certains décrivent comme plutôt sucré et d'autres comme plutôt salé. On ne sait pas trop, ça dépend des gens.
et que naturellement vous allez déglutir. Eh bien, cette salive pranique, qu'on appelle le soma prana dans les Védas, les Shastras indiens, c'est la nourriture des chrétiens, enfin des juifs errants qui dans le désert ont suivi Moïse et ne sont pas morts parce qu'ils auraient mangé de cette manne. Et la manne, ou l'ambroisie, le nectar des dieux, ou Amrita en Inde, c'est ce prana qui passe comme ça, coronal, pinéal, cristodapatite, capteur pranique, glande salivaire, salive, déglutive, manger, miam miam, c'est fait. Voilà, tout va bien. Alors par rapport à ça, comme on est dans le thème aussi, quelque part de cette nourriture, souvent les personnes vont poser la question, mais qu'en est-il du plaisir? Tu n'as plus ce plaisir de manger, parce que c'est souvent ça, c'est le frein chez les personnes, c'est de dire oui, mais moi j'aime manger, il y a un plaisir, on a des papilles gustatives, elles servent à quelque chose, elles sont là pour une fonction. Donc comment est-ce que tu peux nous expliquer par rapport justement à ce plaisir de manger, comment est-ce qu'on gère ça une fois qu'on est pranique? Est-ce que de temps en temps, tu as quand même des petites envies qui reviennent de temps en temps, ou pas du tout, comme par exemple une envie de chocolat, une envie de vin, une envie de café Le plaisir de manger, le plaisir de boire n'est pas un problème en tant que tel, il n'y a aucun interdit, c'est la liberté absolue. Le pranique, il faut se rappeler que être pranique, c'est pas ne plus manger. Être pranique, c'est soit je mange plus pendant des années, parce que je suis bien, je suis aligné, je maigris pas, je suis pas en danger de mort, je suis pas en carence et machin, parce que je tiendrai pas debout, soit de manger en conscience corporelle, ce que le corps il va rejeter, ça s'appelle diarrhée cataclysmique ou spasme, crampe et malaise vagal, ça peut le faire comme ça. Si la personne elle mange avec sa tête en disant je mangerais bien un steak ketchup frites machin, comme avant, eh ben, le corps il va pas trop accepter. Donc le pranique, il mange pas, mais il mange de façon très modérée, très espacée, en fonction des circonstances, en fonction de compensations de goûts alimentaires qui ont été dépassés. La fréquence moyenne d'un pranique, c'est de manger un repas par semaine à un repas par an. D'accord. Donc c'est plus pour compenser ou pour le goût. Maintenant, par nostalgie, ça veut dire par attachement, si je ne me suis pas détaché, sans frustration, je peux avoir envie, par exemple, je te donne un exemple, j'ai bu beaucoup de Coca-Cola Light, jusqu'en 2011-2012. Et depuis 2012, je vais à un 31 décembre bis, qui se passait un 31 janvier, précisément à Metz. Donc il y avait la soirée, la danse, puis le monde machin, ils buvaient, ils mangeaient. Moi je buvais pas, je mangeais pas, j'étais avec une amie, machin. On rentre, mais je l'avais prise dans ma voiture. On avait laissé sa voiture à mi-chemin pour qu'elle économise son essence. C'était plus sympa comme ça. Donc, au moment de rentrer, j'ai une de ces soifs. Oui, j'avais surtout soif de Coca-Cola. Terrible, hein, Coca-Cola. Ça, c'est très addictogène. Et alors, j'entendais le petit vélo dans la tête, le petit diable et le petit démon. Alors, le petit diable et le petit Dieu. Petit diable qui disait bon, tu veux du Coca-Cola, il n'y en a pas sur place. Tu ramènes Isabelle dans sa voiture. Il y a 2 stations d'essence sur l'autoroute. Comment tu vas faire? Tu vas aller en cachette dans la station d'essence. Tu dis à Isabelle de rester dans la voiture parce qu'il ne faut pas que tu boives de voile parce que tu vas te discréditer. Donc tu fais un scénario, tu vas te planquer dans la WC, tu bois le coca. Oh, je trouvais ça très compliqué. Et puis la conscience, c'est le petit Dieu, on va dire, dit t'arrêtes tes histoires, Gabriel. Écoute, t'as soif, tu ramènes Isabelle à sa voiture, tu rentres chez toi et tu vas prendre ta petite bouteille d'eau qui est sur ton bureau, puisque t'as soif. Alors j'ai fait ça. Ramène Isabelle, rentre chez moi, il était 2-3 heures du matin. J'arrive chez moi, au bureau, je prends ma bouteille, petite bouteille d'eau, je bois 2 gorgées. Pas plus, je bois 2 gorgées et je me suis rendu compte que, non pas que j'avais plus soif, mais que je n'avais pas soif. Parce que le corps n'en avait pas besoin, il réclamait pas. C'est ma tête qui réclamait. Donc tout est une histoire de conscience versus mental. Tout à fait, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Vraiment bien aligné pour pouvoir se dire ok. Et c'est pas évident quand on n'écoute pas son corps. Oui. Et nous passons notre vie ailleurs que ici et maintenant. Dieu voyage toujours incognito. Laurent Gounel, l'écrivain. Dieu vient toujours nous rendre visite. Il vient toujours à la maison, mais on n'est jamais à la maison. On ne le voit jamais, parce qu'on n'est jamais là.
Inversement, dans toutes les grandes religions, il y a le jeûne. Il y a la tradition du jeûne chez les musulmans, chez les chrétiens, chez les bouddhistes, partout. Il y a quand même une raison quelque part. Pour ces mystiques, et peut-être même pour tout le monde, on dit que le jeûne amène à mi-chemin du paradis. Ça s'appelle une meilleure santé, prendre soin, détoxiner, éviter d'accumuler. Le prana amène aux portes du paradis. C'est une histoire de conscience, de reconnexion en conscience à ce que nous sommes. Nous sommes conscience incarnée dans une masse d'énergie qu'on appelle le corps, densifié, au sein de l'univers tout entier. Quand on se réaligne et reconnecte à nous en conscience, ça nous reconnecte au grand tout. Et c'est ça la véritable définition de la nourriture pranique. C'est pas je mange ou je mange pas, c'est je suis en communion, communier, ne faire plus qu'un, commun, avec le grand tout. À partir du moment où je me holistise en conscience avec moi-même. Physique, mental, émotionnel, spirituel. Et ça passe par les hormones, les muscles, les os, les vitamines. Voilà. Avant et entre tout ça, il y a plus ça. D'accord. Par rapport à cela aussi, justement, tu parlais d'unité, de réalisation de soi finalement. Est-ce qu'on pourrait, au niveau par exemple de la sexualité, je suppose que la sexualité est différente et perçue autrement, puisque tu as un autre état de conscience, un autre éveil. Alors, c'est pareil que de dire, Gabriel était forcément tout seul, puisque les praniques, c'est compliqué de trouver une partenaire ou un partenaire pranique. Ça, c'est dans l'a priori de monsieur, madame, tout le monde. Donc, il y a des praniques seuls et il y a des praniques en couple. Il y a des praniques en couple avec un ou une pranique. Je viens d'interviewer rencontre avec un couple pranique qui s'appelle Gilles et Lydia en Normandie, au nord-ouest de la France, qui était une vidéo qui te plaît puisqu'il y a plus de 4000 vues à cette heure-ci, peut-être 5000 quand cette vidéo sera en ligne. Je suis en couple. Donc, c'est pas une contre-indication. La vie amoureuse et sexuelle n'est pas une contre-indication quand on est dans la démarche ou dans la dimension pranique. Après, c'est comme tout. Le mangeur traditionnel que j'ai été, conventionnel que j'ai été, il était plus cartésien, plus dans le passé et le futur, moins dans le présent. Il était plus terre à terre. Je suis moins terre à terre, je suis un peu plus connecté tertiel. Je suis moins dans le passé, moins dans le futur. Un petit peu moins comme ça, un petit peu plus comme ça. Un peu moins dans le psychosomatisme, un peu plus dans, voilà, à l'inverse. Et puis, un peu moins dans cette sexualité peut-être classique de monsieur, madame, tout le monde, qui est basée sur le mode de la prédation. Prendre son plaisir, donc rapport charnel. Lilou Massé, en conférence à Mulhouse, en Alsace, en France, a parlé de l'orgasme physique, mais aussi de l'orgasme du cœur. Et en fait, il existe aussi un troisième orgasme, qui est un orgasme très amélioré, qui est l'orgasme de l'esprit qu'on appelle l'extase. L'extase mystique que la pranique Marthe Robin vivait toute seule recroquevillée dans son lit sans aucune sexualité. Le vendredi, quand on lui donnait l'hostie, c'est la seule chose qu'elle prenait. Elle a été 27 ans sans boire ni manger, Marthe Robin. Quand elle recevait l'hostie pour la communion du vendredi saint, elle tombait en extase mystique jusqu'au lundi. Et là, le lundi, on l'a réveillée tout doucement. Elle était connectée très loin là-haut. En Inde, il y a ce yogi, Bala Yogi, dont l'écrivain femme Pumi Lesko a écrit le livre de 40 ans sans boire ni manger. Et Bala Yogi qui était en extase mystique comme ça, sans bouger. Et une fois par an, on le poussait sur un lit à roulettes, assis sur la terrasse, parce qu'il y avait un pèlerinage national indien qui faisait ramener des milliers de pèlerins pour recevoir des énergies de bénédiction de Bala Yogi. Donc, le pranique, il est moins, normalement, je ne peux parler que pour moi, il est moins dans le prendre, il est plus dans le recevoir, il est plus dans le offrir que dans le prendre. Il est moins soucieux de l'orgasme purement charnel, il est plus en connexion à partir du cœur, moins dans le mental égotique, et éventuellement plus dans des dimensions de conscience expansée. Et tout étant question de mental versus conscience, il y a une sexualité mentale, c'est l'identification à la chair. Il y a une sexualité du cœur, c'est le rapport dans une communion
avec deux êtres de cœur qui sont dans l'amour. Et puis il y a une possibilité d'une unité à l'autre, d'une communion à l'autre à partir d'une conscience expansée, supra-expansée, qui serait de l'ordre de l'extase, et que à ce moment-là, il n'y a plus forcément besoin de perdre son énergie. Et d'incarner pleinement, parce qu'en réalité, la question du prana va très loin, très très loin. C'est que qui dit prana dit incarner un peu plus le caducée de la santé. Et le caducée de la santé, parce que être pranique, c'est d'abord être en meilleure santé. Le caducée de la santé, c'est dans l'anatomie orientale, un ida féminin, un pingala masculin, et un canal central de la conscience, shushuna. Et ce canal central de la conscience, autour duquel va ascensionner ces deux courants chaud-froid, froid-chaud, féminin-masculin, ida pingala, incarne symboliquement la santé. Eh bien, la sexualité, soit elle descend la fréquence vibratoire et elle fait perdre l'énergie, il y a du plaisir, mais comme tout plaisir, c'est impermanent, c'est temporaire et ça génère de la frustration parce qu'il faut s'y recoller par identification au corps. Soit il y a une désidentification de tout ça, il n'y a pas de frustration parce que la personne monte sa conscience, élève sa conscience, monte sa vibration, est moins dans le mental, moins dans le rapport aux choses, désidentifie à ce que l'œil mental, le mental se nourrit de l'œil, voit et dit ça c'est la vérité, ce que je vois pas, c'est pas vrai. Eh bien, il est possible d'aller dans les sphères plus satisfaisantes, même en termes de sexualité. Donc c'est moins quantitatif et plus qualitatif. C'est moins physiologique, physique, charnel, et c'est plus le cœur, tout en étant dans un rapport charnel. Je pourrais résumer la question comme ça. Ah, mais parfait, tu l'as vraiment bien résumé. Voilà, je voulais te remercier parce que ça a été un échange, vraiment un partage super intéressant, super enrichissant. Et donc, je vous propose, si le sujet vous intéresse, de peut-être explorer encore, d'aller un petit peu plus loin en allant visiter le site de Gabriel Lescot, donc qui est www.inspire.com. Prana Inspire.com avec un prana inspire. Voilà, donc peux-tu nous le répéter correctement? www.prana-inspire, comme inspire, inspire-expire.com. Voilà, et on peut aussi te retrouver sur ta chaîne YouTube. YouTube, Gabriel Lescot. De toute façon, maintenant tout le monde googlise tout le monde. Voilà. C'est la mode. Donc il suffit de taper sur Google n'importe quel moteur de recherche Gabriel Lescot. Vous trouverez le lien YouTube, le lien Facebook, parce qu'il y a un groupe Vivre de Lumière sur Facebook. Et puis il y a le site prana-inspire.com. Impeccable. Merci beaucoup Gabriel pour ton temps, ta générosité. Et puis à bientôt. Merci à toi et merci à vous. Et merci à vous aussi. Vous nous retrouverez sur la chaîne Soy Nature pour d'autres nouveaux sujets sur le bien-être et la santé.